Les demandes de l'opposition étaient claires et ce sont des demandes qui ont été mises en ligne, qui sont documentées. Il y a l'article 7, par exemple, de la loi électorale qui impose un certain nombre d'informations minimales qu'il faut avoir. Et ils ont constaté, les 6 millions dont il s'agit, qu'il y a 6 millions de personnes pour qui il n'y avait pas ces informations minimales, soit le père, la mère ou des lieux de date de naissance qui ne sont pas cohérentes. On a plus de 4000 personnes qui ont plus de 130 ans, on a des mères qui ont 500 enfants et tout ça. Et donc tous ces éléments-là, l'opposition présente la liste des 6 millions de cas qui sont en truc, comment on appelle, litigieux. La CEI trouve la magnifique idée de demander à l'opposition d'aller faire des dossiers individuels de 6 millions de personnes qu'on ne connaît pas personnellement. Ce ne sont pas des copains. Écoutez-moi, l'opposition a des problèmes très précis. Il presse parce que le PDCI voudrait qu'enfin débarrassé de ces problèmes de nationalité, M. Thiam puisse s'inscrire de nouveau sur cette liste électorale. Oui. Mais il a raté ce moment-là. Et il presse parce qu'il voudrait que, par un dialogue miraculeux, M. Laurent Gbagbo puisse de nouveau être inscrit sur cette liste électorale-là. Mais ça, c'est terminé. Le souci pour eux, c'est parce qu'il ne peut pas y avoir d'autres révisions électorales avant que la révision qui est en cours, avant que la liste définitive ne soit affichée. Et cette liste définitive, elle est affichée 3 mois avant l'élection. Comment ? La liste définitive de ce que nous venons de faire va être affichée 3 mois avant l'élection. Mais ça fait longtemps qu'on vous demande la révision. On est en 2025. Mais oui, mais en 2025... la loi dit qu'il faut réviser chaque année la liste. Mais alors 2025 ne se termine pas au mois d'octobre. Ah, mais je suis totalement d'accord avec vous. Mais à partir du moment où ça pose problème, pourquoi pour éviter tous les problèmes... Vous avez déjà les 27 milliards de francs CFA sont mobilisés, les organes de la CEI sont là avec leur démembrement. Où est le problème? Si vous n'avez aucun problème, ce n'est pas un fétiche pour vous non plus, pourquoi ne pas permettre tout simplement sa révision et attendre décembre pour le faire? Souvent, quand les gens agissent, en fait, le but du pouvoir fait, je ne sais pas si nous sommes dans cet éternel recommencement dans ce pays, que quand les gens sont au pouvoir, quand des arguments qu'ils n'auraient pas pu supporter, si on leur sortait ces arguments-là, ils ont une certaine facilité à pouvoir les dérouler avec le sourire au coin des lèvres et tout ça. Alors qu'on est sur des choses quand même qui mettent la vie de 30 millions de personnes en danger. Aujourd'hui, vous pensez que peut-être vous détenez tout l'appareil sécuritaire, vous pouvez mater. Mais on ne peut pas mater 1000 personnes et puis à un moment donné, ça peut échapper. Donc... Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'analyse des enjeux politiques majeurs en Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, notre pays traverse une période cruciale de son histoire. À quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025, les tensions s'accentuent, la colère populaire grandit, et les autorités en place semblent ignorer les préoccupations des Ivoiriens et font la sourde oreille aux revendications de l'opposition. Une situation alarmante, qui nous interpelle tous. Dans cette vidéo que je vous encourage à regarder intégralement, vous découvrirez à quel point la Côte d'Ivoire vit actuellement sur une poudrière, prête à exploser, si le pouvoir RHDP du président Alassane Ouattara n'agit pas rapidement pour apaiser les esprits. Préparez-vous à un décryptage sans concession, car, soyons clairs, si rien ne change, la situation pourrait déraper très vite. L'alerte est sérieuse, notre pays est à un carrefour critique. N'hésitez pas à réagir, et à partager vos avis en commentaire. Nous avons décidé d'être concrets, factuels. Dans cette émission, nous étions en train de parler de la liste électorale. Vos co-débatteurs dénonçaient le fait qu'il y a sur cette liste 6 millions d'électeurs litigieux. Ils ont essayé un peu d'expliquer ce que ça veut dire, électeurs litigieux. Et la question simple que moi, je vais vous poser, c'est vous ne voyez aucune irrégularité au fond. Merci Monsieur Togbe, merci à vous tous. C'est gentil de me recevoir aujourd'hui. Alors, la liste électorale en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. C'est devenu un fétiche qui remue tous les bois sacrés depuis plusieurs années. L'opposition y voit toujours des irrégularités. Mais je vous signale que au sein de cette commission électorale indépendante, nous avons les délégués des partis, de ces partis politiques-là. Alors, est-ce que ces gens-là travailleraient contre leur propre parti? Comment pourrait-il y avoir 6 millions de cas litigieux sur une liste électorale qui a vu l'élection de 2015, qui a vu l'élection des députés, qui a vu l'élection des municipales? Alors, où était-il? Et nonobstant tout cela, aujourd'hui, nous sommes en phase de contentieux de cette liste électorale. Mais pourquoi
ne vont-ils pas rectifier ou faire corriger Mais c'est ce qu'ils demandent. Mais qu'ils y aillent. Mais non, c'est pas eux. La commission est ouverte à ça. Ben, la commission dit qu'elle ne veut pas réviser maintenant, enfin, la liste électorale. Vous parlez d'une nouvelle révision. Ouais. Nouvelle révision. Donc, ce n'est pas des cas, vous ne parlez pas de cas litigés. On est en 2025. Mais oui, mais en 2025... la loi dit qu'il faut réviser chaque année la liste mais électorale. alors 2025 ne se termine pas au mois d'octobre. Ah, mais je suis totalement d'accord avec vous. Alors. Mais à partir du moment où ça pose problème, pourquoi pour éviter tous les problèmes, vous avez déjà les 27 milliards de francs CFA sont mobilisés, les organes de la CEI sont là avec leur démembrement. Où est le problème? Si vous n'avez aucun problème, ce n'est pas un fétiche pour vous non plus, pourquoi ne pas permettre tout simplement sa révision et attendre décembre pour le faire? L'opposition a des problèmes très précis. Ils pressent parce que le PDCI voudrait que, enfin débarrassé de ces problèmes de nationalité, M. Thiam puisse s'inscrire de nouveau sur cette liste électorale. Oui. Mais il a raté ce moment-là. Et il presse parce qu'il voudrait que, par un dialogue miraculeux, M. Laurent Gbagbo puisse de nouveau être inscrit sur cette liste électorale-là. Mais ça, c'est terminé. Le souci pour eux, c'est parce que il ne peut pas y avoir d'autres révisions électorales avant que la révision qui est en cours, avant que la liste définitive ne soit affichée. Et cette liste définitive, elle est affichée 3 mois avant l'élection. Comment ? La liste définitive de ce que nous venons de faire va être affichée 3 mois avant l'élection. Mais ça fait longtemps qu'on vous demande la révision. Mais la révision elle est faite. C'est celle de 2023 qu'on a faite comme ça jusqu'à 2024. Là, on y est. Mais alors, même en septembre 2025, une révision peut avoir lieu. Pourquoi vous ne la voulez pas? Ce que je voulais dire, c'est que je pense que... Moi, je ne comprends pas. Quand même, on n'est pas arrivé au thème du débat, mais on n'a pas eu le temps d'exposer tranquillement. Allez-y, monsieur parce que la parole a été monopolisée à un moment donné. Les demandes de l'opposition étaient claires et ce sont des demandes qui ont été mises en ligne, qui sont documentées. Il y a l'article 7, par exemple, de la loi électorale qui impose un certain nombre d'informations minimales qu'il faut avoir. Et ils ont constaté, les 6 millions dont il s'agit, qu'il y a 6 millions de personnes pour qui il n'y avait pas ces informations minimales, soit le père, la mère ou des lieux de date de naissance qui ne sont pas cohérentes. On a plus de 4000 personnes qui ont plus de 130 ans, on a des mères qui ont 500 enfants et tout ça. Et donc tous ces éléments-là, l'opposition présente la liste des 6 millions de cas qui sont en truc, comme on appelle, litigieux. La CEI trouve la magnifique idée de demander à l'opposition d'aller faire des dossiers individuels de 6 millions de personnes qu'on ne connaît pas personnellement. Ce ne sont pas des copains. Écoutez, moi, je n'ai pas entendu parler de ça. Qui peuvent être militants du RIDP, qui peuvent être militants du PDCI et tout ça. Donc, on est dans un jeu qui n'est pas sérieux. Et souvent, quand les gens agissent, en fait, le but du pouvoir fait, je ne sais pas si nous sommes dans cet éternel recommencement dans ce pays, que quand les gens sont au pouvoir, quand des arguments qu'ils n'auraient pas pu supporter, si on leur sortait ces arguments-là, ils ont une certaine facilité à pouvoir les dérouler avec le sourire au coin des lèvres et tout ça. Alors qu'on est sur des choses quand même qui mettent la vie de 30 millions de personnes en danger. Aujourd'hui, vous pensez que peut-être vous détenez tout l'appareil sécuritaire, vous pouvez mater. Mais on ne peut pas mater 1000 personnes et puis à un moment donné, ça peut échapper. Donc il faut arrêter. Ça ne marche pas toujours, effectivement. Il ne faudrait pas qu'on se mette dans cet éternel recommencement où chaque 5 ans, on doit se mettre tous collectivement en danger. On doit y laisser des vies pour une simple élection. Aller faire une liste, une base de données, c'est quelque chose qu'on peut s'asseoir dans ce studio, terminer ça tout de suite et puis on passe à autre chose. Donc je ne sais pas, quand Madame parlait tout à l'heure, elle dit que toute cette manœuvre de l'opposition vise à faire rentrer Thiam, débarrasser de ses problèmes de nationalité, à le remettre sur la liste. C'est la vérité. Maintenant, c'est la vérité. Mais si ce n'est pas le problème, pourquoi vous n'attendez pas, par exemple, que septembre, on fasse une nouvelle révision? C'est une fois par an. On sera toujours en 2025. Je rentre dans votre postulat que vous venez de faire, de dire qu'ils font cette manœuvre pour réintégrer Gbagbo, pour réintégrer Thiam. Pour essayer, en tout cas, pour espérer. Est-ce que c'est trop demandé dans un pays où des gens qui représentent quand même approximativement 30 millions de l'électorat, on demande qu'ils rentrent sur la liste et qu'on n'attende pas après l'élection pour les faire rentrer? Est-ce qu'un pays, c'est une foire où on peut tout faire dans un pays parce que c'est l'opposition? Votre candidat avait un problème de nationalité. Il n'était pas éligible. Gbagbo n'est pas éligible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va avancer très rapidement. Enfin, quand même. Au fond,
c'est l'impasse. On n'a même pas l'impression que ce pays, quand on entend, on écoute les acteurs, on n'arrive même pas à se rappeler que ce pays a connu la déflagration qu'on connaît. Et on ne sent même pas chez vous le souci, honnêtement. Madame, et vous me direz, maître Brice Nzamba, aujourd'hui, quand tu prends l'édifice électoral ivoirien, tout est verrouillé. C'est-à-dire que, étage par étage, ils ont tout verrouillé au fond. Si tu prends l'étage CEI et ses démembrements, c'est vous. C'est verrouillé, c'est barricadé. Tu prends étage liste électorale, on le voit, c'est barricadé. Tu prends étage candidature des opposants, on le voit, c'est barricadé. Le seul étage dont on ne sait encore rien, mais qui va entrer en jeu après le 25 octobre, c'est l'étage Conseil constitutionnel, contentieux électoral. Et là aussi, j'imagine que c'est verrouillé. C'est déjà verrouillé. Madame. Qu'est-ce que vous appelez verrouillé, barricadé, tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en Côte d'Ivoire? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous êtes à 4 mois d'une présidentielle et il y a de vives tensions et vous n'avez pas l'air de vous entendre. Les tensions naissent de quoi? Comment? Les tensions naissent de quoi? Elles naissent d'Ivoiriens qui ne veulent pas reconnaître la loi, c'est tout. En 2010, il y a eu des élections. En 2015, il y a eu des élections. En 2020, il y a eu des élections. Pourquoi les Ivoiriens tiennent tant à bouleverser leur vie à chaque élection? Tout à l'heure, vous parliez de dialogue miraculeux. Donc, vous pensez vraiment que s'il y a dialogue en Côte d'Ivoire, ce sera un miracle? Du coup, mais le dialogue, il a cours tous les jours. Vous pensez que les gens ne se parlent pas en Côte d'Ivoire? Vous pensez vraiment entre le pouvoir et l'opposition? Entre le pouvoir et l'opposition, pour éviter à quel genre de dialogue faites-vous allusion? Un dialogue pour dire que, bon, monsieur Thiam, par exemple, avait la nationalité française, ivoirienne, et que le code électoral ne le permet pas, et que maintenant il est allé se défaire. Oui, on peut. Fallait-il un dialogue pour parfois, face au risque potentiel de conflit, on peut prendre des mesures politiques. Mais pourquoi des conflits? Pourquoi les élections en Afrique débouchent toujours sur des conflits? Oui, mais parce que madame, tous les acteurs ne jouent pas le jeu. Ah ben voilà, mais il faudrait que... Chaque acteur a sa part des responsabilités. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir en général, comme ils ont l'appareil d'État, en général, ils utilisent l'appareil d'État pour pouvoir se mettre dans une position où ils peuvent assurer le contrôle des élections, en fait, dans le sens de leurs intérêts. Mais pour revenir au sujet, moi, je pense que ce qui se joue en Côte d'Ivoire, c'est très, très important. C'est-à-dire que il y a la stabilité de la Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire se trouve dans une sous-région qui est elle-même déjà instable, et que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour assurer quand même la sécurité du territoire, et que cette sécurité du territoire est adossée sur la stabilité politique apparente jusqu'à ce jour. C'est ça. Et que si demain on arrive à une instabilité politique où il y a des manifestations et peut-être une insurrection, ça peut entraîner la Côte d'Ivoire dans une sorte d'engrenage ou avec le risque djihadiste qui est juste aux frontières de l'État ivoirien. Donc je pense que pour les hommes politiques ivoiriens qui sont des hommes d'État, parce qu'à un moment donné, il faut sortir du cadre partisan. Il faut être un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui est capable de poser des actes qui vont même à l'encontre des intérêts immédiats de son parti. Voilà. Et il faut aussi parfois apprendre à penser contre soi. C'est ça quand on pense, quand on veut être un intellectuel, au-delà des diplômes qu'on peut avoir, c'est la capacité à penser contre soi. C'est-à-dire de se dire, est-ce que ce que je pense, c'est ce qui va dans le sens de l'intérêt général, ou est-ce que c'est le sens des intérêts partisans? Et je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin que le président Ouattara se pose comme un homme d'État. Moi, je me rappelle, en 2010, il a fallu aussi que la communauté internationale s'en mêle et que le président Gbagbo puisse faire un effort pour permettre au président Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu quand même un effort qui a été fait dans ce sens. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on veut rester dans l'histoire, il faut être un homme d'État. Le président Houphouët était un homme d'État. Le président Ouattara prétend ou veut être le continuateur du président Houphouët-Boigny, ou en tout cas, c'est revendique d'être d'Houphouët-Boigny. Il faut être rassembleur. Donc, allez-y très rapidement, Chabri. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Maître Nzamba, c'est ça. En 2010, figurez-vous que le président Laurent Gbagbo a mis en place la commission électorale et l'opposition était majoritaire.
C'est ça quand vous êtes un homme d'État qui voudrait donner un gage à l'opposition, à tous les acteurs pour pouvoir aller vers une élection apaisée. Aujourd'hui, et moi je suis déconcerté lorsque je vois notre Madame Djeneba qui avec froideur s'exprime et fait croire que tout est beau, que tout va bien. Non, elle n'a pas dit ça. Non, mais c'est ce qu'elle laisse entendre. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut relever. Il y a le fait, et c'est différent, que la loi demande à ce que chaque année, il y ait la révision de la liste. Mais la loi n'a pas dit le mois. Oui, mais la révision est faite dans la perspective des élections. Non, donc, la loi n'a pas dit ça. Non, la révision de la liste électorale, sert à aller aux élections. Mais on ne va pas faire ce débat. La CEI a jusqu'au 31 décembre à minuit pour réviser la liste électorale. C'est ce que dit la loi. Deuxième chose, et ça ce n'est pas juste, ce qu'elle a relevé. Au PPACI, et j'imagine au PDCI, on n'est pas en train de parler de liste consensuelle juste pour des individus, pour M. Gbagbo seul et pour M. Thiam seul. On vous dit qu'il y a 6 millions de cas litigieux. Donc c'est un cas structurel. On parle du cadre structurel. On vous dit que la représentativité au niveau de la commission est biaisée. On vous dit, donc elle n'est pas indépendante, donc on veut un nouvel organe transparent. Donc vous n'avez pas de représentant dans la CEI. On vous dit, s'il vous plaît. Non, c'est une question. Oui, mais on dit que la représentativité n'est pas équitable. Elle devrait être comment? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de... Mais on veut même aller au-delà de la représentativité partisane pour un organe réellement indépendant. C'est calqué sur ce que vous aviez mis en place. Il y a des Ivoiriens qui peuvent jouer ce rôle. Effectivement, qui ne sont pas encartés dans un parti politique. Par l'ensemble de l'opposition, je vous en prie. Il n'y a que le parti au pouvoir qui trouve que ça... On avance. Et je finis sur sur le dernier point. Oui. Donc, à partir du moment où ça c'est demandé, la révision, la liste elle-même qui est objet de contentieux, la liste qui doit garantir un minimum d'entente pour aller à des élections, si les acteurs ne sont pas d'accord, on appelle une tierce personne, un tiers organe pour un audit. C'est tout simple. Il faut auditer, c'est ce que vous voulez. Monsieur Seya, très rapidement. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est en fait, il y a des discussions pour moi entre compatriotes et les compatriotes qui ont une certaine qualification et qui savent appréhender ce qui est de l'intérêt de la nation et de ce qui est le minimum qui nous réunit. Il y a des choses sur lesquelles on ne devait pas discuter. Et ce débat m'épuise à chaque fois. C'est ça. Quand on doit venir sur un plateau télé pour débattre de ces choses. On est d'accord. Ce qui se passe en 2025, en fait, il y a beaucoup de miscalculations. Je ne sais pas comment, il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. Parce qu'aujourd'hui, quand le RDP parle, ils se disent quoi? On a installé des caméras partout, on écoute les opposants partout, donc on peut mater. On peut mater. Non, vous avez maté sans caméra. Le ministre Adjumani l'a dit. Le ministre Touré Mamadou l'a dit. Il le dit clairement. Il compte sur ça. Ministre d'État. Oui, mais il compte sur ça. On a maté dans ce pays sans les caméras. C'est que quand demain on va commencer à descendre, quand vous allez mater, c'est vos généraux que vous utilisez pour mater qui vont appeler pour dire mais tu es un père de famille, tu es en train de... Mais monsieur, arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous avons été matés les premiers. Il n'y avait pas de caméra dans les rues. Il n'y avait pas de caméra dans les rues. Il faut arrêter. Et puis essayez de... Mais vous nous avez assez massacrés. Ce n'est pas notre politique. Ce n'est pas notre philosophie politique de massacrer. C'est nous qui avons été massacrés. Madame Touré. Oui, je vous écoute. Donc il y a les deuxièmes. Vous avez été massacrés les premiers, donc il y a eu ceux qui ont été massacrés les deuxièmes. Mais personne, mais ils voudraient continuer à nous massacrer. En 2020, c'est ce qu'ils ont fait. Madame Touré, parlez dans le... Non, en 2020, vous avez, par votre CNP, c'est ce que vous avez fait. En 2020, on avance dans cette émission. Je sais que... Écoutez, je sais que l'opposition ne sera pas d'accord avec moi. Avec la question que je vais vous poser, si vous le dites. Mais je la pose quand même. Le président Alassane Ouattara a consacré presque toute sa vie à son pays, la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Quand on met de côté sa carrière internationale, ça fait beaucoup de mal quand même. FMI, gouvernement, FNU, s'il vous plaît. Il n'y a pas un seul pays sur le continent qui s'est aussi rapidement relevé que vous avez pu le faire, vous, Ivoiriens, après le drame que vous avez connu. Aujourd'hui, les Ivoiriens se parlent entre eux, alors que logiquement, ils ne devraient même pas se parler entre eux, vu ce que les uns ont fait aux autres. Vous avez réussi la réconciliation, en tout cas, c'est en marche, et c'est sous le magistère du président Alassane Ouattara. Votre pays a connu un véritable boom
infrastructurel évident. Il a changé le visage de votre pays. Aucun État, ça c'est ce qui est du plan économique. La dette, on la critique, la dette c'est vrai. Mais les 10 premières économies de votre pays sont plus endettées que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas un politicien. Il faut ouvrir ce débat. Moi, je ne suis pas un les rapports 2024 du FMI, peut-être qu'ils se trompent, mais les rapports 2024 du FMI, le taux d'endettement, c'est 62,1%. S'il vous plaît, c'est en deçà du seuil de 70% tel que fixé par les normes UEMOA. Il y a de véritables efforts qui sont faits. Aujourd'hui, aucun État n'interdit à ses ressortissants de se rendre en Côte d'Ivoire. On n'est pas découpé ou macheté ou braqué dans les rues d'Abidjan. Donc il a sécurisé ce pays. La question c'est, quand on a fait tout ça, Madame et Touré, quand on a fait tout ça pour son pays, c'est quoi l'enjeu d'un 4e mandat? Qu'est-ce qu'il veut faire les 5 prochaines années qu'il n'a pas fait les 15 dernières années? Ne pensez-vous pas que s'il décide aujourd'hui de passer la main, il rentrerait dans le cœur des Ivoiriens, qui construirait pour lui, au cœur d'Abidjan, un monument à sa gloire avec tout ce qu'il a fait pour son pays? C'est quoi l'enjeu d'un 4e mandat? Alassane Ouattara est déjà un monument dans le cœur des Ivoiriens. D'accord. Maintenant, vous venez de parler de sa gouvernance. Oui. C'est une bonne gouvernance. Il y a des choses, la Côte d'Ivoire... Bien sûr. On n'est pas parfait, mais on tend à s'améliorer. Bien sûr. Bon, maintenant... Et pourquoi pas un 4e mandat, qu'est-ce que ça lui a apporté? Mais vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes des Ivoiriens. À un moment donné, vous n'êtes pas éternel. Mais pourquoi c'est la personne d'Alassane Ouattara qui pose problème aussi, quoi? Ah non, on ne dit pas que ça Alassane pose problème. Ouattara, par un référendum, a eu à faire une 3e république. Et cette 3e république-là lui donnait 2 mandats. Il en a fait un, il lui en reste un. Mais quel est le problème? Pourquoi Alassane Ouattara ne pourrait-il pas faire ces 5 années? Puisque de toutes les façons, dans les années passées, vous avez vu qu'on a assisté à une normalisation progressive du pays, l'économie se porte bien. L'économie se porte bien. L'économie se porte bien. Il n'y a jamais rien de parfait. Il n'y a jamais rien de parfait. C'est très important. Alassane Ouattara n'est pas parfait, mais c'est un homme exceptionnel. Bien sûr. Parce qu'on y arrive progressivement. Mais vous comprenez 15 ans, c'est pas beaucoup pour arriver au résultat qu'on a eu. Vous comprenez qu'après 3 mandats et quand on a 83 ans, on ne peut pas aller se reposer tranquillement. Alors, est-ce que l'âge est un facteur de régime? Pas du tout. C'était juste... Moi, je pense, et beaucoup d'Ivoiriens avec moi, que ce qui est à prendre d'Alassane Ouattara sera toujours ça qu'on aura pris. Dans les 5 années à venir, mais on a vu l'incurie des autres durant les années passées après le président Houphouët-Boigny. On a vu. Le président Bédier, on me dira, il a été, finalement, il est parti par un coup d'État. Il fera 5 mandats ou 6 mandats, il ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Mais de toutes les façons, c'est à ça qu'il aspirait. Le président Gbagbo, on a vu son mandat. Les 15 ans d'Alassane Ouattara, on a vu ce que ça nous a donné. Et pourquoi ne pas prendre encore 5 années de ce monsieur-là? D'accord. C'est qui à apprendre ce qui est assez difficile, bon ça c'est pour tous les camps, hein, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, c'est un peu la personnalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que on met plus en avant les personnalités, les trajectoires des personnalités, et on ne met pas assez en avant les idées que ces personnalités-là portent, voilà, ou les projets que les partis portent. Voilà, parce que à un moment donné, quand on a un projet qui est clair et qu'on a des idées qui sont défendues par son parti politique et qu'on a fait ce qu'il fallait faire, on peut penser raisonnablement que quelqu'un d'autre peut reprendre le relais et porter le même projet. Voilà, et qu'on n'est pas forcément quelqu'un d'indispensable. Ça vaut aussi pour les partis d'opposition. Bien sûr. Vous voyez, bon, le président Gbagbo, il a fait son parcours en Côte d'Ivoire. Il peut, pourquoi pas, puisqu'il est frappé par une forme d'inéligibilité. On peut ne pas être d'accord là-dessus, mais on peut aussi imaginer le président Gbagbo passer la main. Bien sûr. On peut aussi imaginer le président Tidjane Thiam passer la main. Bon, lui, il est encore jeune. Oui, mais il refuse les plans B, alors. En fait, c'est pas à nous que vous avez demandé. Mais ça vaut pour... En fait, il peut passer la main pour cette élection et revenir pour la prochaine fois. Aussi, on a vu au Sénégal ce que ça a donné. Au Sénégal, on a eu quand même Bassirou Diomaye Faye qui a été candidat et Sonko est revenu. Donc, en fait, le problème de la Côte d'Ivoire aussi, c'est cette personnalisation de la vie politique.
Donc je pense qu'il faut mettre plus en avant. Il faut penser aux 26 millions d'Ivoiriens. On n'allait pas prendre en otage la vie de 26 millions d'Ivoiriens. Personne n'est pris en otage, monsieur. Mais la déflagration que les prophètes du malheur sont en train de prophétiser mais pour votre pays. Il faut que les Ivoiriens pensent à leur pays. Il faut d'abord que les Ivoiriens pensent à leur pays. Vous êtes certain que c'est ce que exclusivement vous faites? Mais attendez, mais pourquoi ils refusent les plans B eux aussi? Vous nous demandez à nous de dire à Alassane Ouattara de ne pas se présenter, alors qu'il a des bonnes idées, alors qu'on a vu sa gouvernance, elle est bonne. Mais il y a d'autres Ivoiriens qui ont aussi de bonnes idées. Vous n'avez pas été... Ah non, bien sûr que tout le monde a des idées. Oui. S'il vous plaît. Bien sûr. On avance très rapidement. Mais M. Ouattara, il y a un référendum, c'est la loi qui veut qu'il puisse se présenter. Non, pardonnez-moi, laissez-moi finir. Non, pardonnez-moi, laissez-moi finir. Vous étiez là depuis 40 minutes déjà, vous avez assez parlé. Alors, je suis en train de dire, c'est la loi qui permet à M. Ouattara de se présenter pour 5 années à venir. Vous êtes en train de me dire que des Ivoiriens, l'opposition veut qu'ils ne se présentent pas. Mais pourquoi on ne respecterait pas la loi pour une fois? D'accord. S'il vous plaît. C'est très clair. S'il vous plaît, il faut corriger ça. Ce n'est pas la loi qui permet à M. Ouattara de se présenter. Le référendum, ce n'était pas la loi? Les républiques sur la Constitution. Non, il ne faut pas dire. Madame Touré, allez-y. Voilà, quand les gens parlent, on les écoute. Non, je vous écoute. Je ne laisserai pas dire de contre-vérité, c'est tout. Allez-y très rapidement. Le ministre Isseba Congo, qui est juriste et qui était dans le comité d'experts qui ont rédigé la Constitution, ont battu campagne sur le fait que le principe de continuité constitutionnelle ne s'appliquait pas au nombre de mandats et que le président Ouattara ne pourrait pas faire, la nouvelle constitution ne lui donnait pas le droit de faire un autre mandat. Donc, au minimum, ils ont fait du parjure. Il a fait un 3e mandat. Oui. Et la raison qui a utilisé le Conseil constitutionnel, cette raison-là, elle donne à penser. Parler de candidature par dérivation. Attendons juin de voir. On ne sait pas encore si ce sera candidat. Là, elle justifie déjà un 4e mandat. Oui, c'est la loi qui le justifie. La Constitution ne lui donne pas ce droit, mais je parle dessus. Mais depuis quand? Oui, mais avançons, vous avez connaissance du référendum qui a eu lieu. Monsieur Isseba Congo est un homme. C'est pas la loi, monsieur Isseba Congo. Allez-y très rapidement, 30 secondes. On a fini. Sur un point, on parle de plan B. Comprenez que la situation du président Laurent Gbagbo, et on en a parlé, est une situation d'injustice. D'accord. Ok, on a bien compris. Il n'y aura pas de plan B. L'impasse est là. Il n'y aura pas de plan B. Si demain, on rétablit le président Laurent Gbagbo, vous imaginez, le président Laurent Gbagbo dit qu'il est braqueur. Tout le monde sait que c'est faux. D'accord. Tout le monde sait ce qui s'est passé aussi. Tout le monde sait ce qui s'est passé. D'accord, on a bien compris. Sur la base du faux, on ne peut pas. Lorsqu'il y a une injustice, il faut corriger. D'accord. Toute personne est prise de paix et de justice. On a bien compris. Doit se liguer pour dire non à l'injustice. C'est notre posture. On a bien compris votre posture. On n'a pas respecté quand même l'autre des sujets qu'on voulait traiter, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au Sénégal, il n'y a pas de plan B. Quand, comment il s'appelle, Sonko avec ses démêlés judiciaires, il n'a pas choisi Diomaye Faye. Ils étaient tous les deux en prison. C'est quand il n'y avait plus de plan, ils étaient tous les deux en prison et que Diomaye Faye est sorti qu'il a choisi. M. Tidjane est en train de lutter contre une injustice. Le président Gbagbo est en train de lutter contre une injustice. C'est ceux qui n'ont jamais connu de plan B jusqu'à imposer la guerre aux Ivoiriens, avoir massacré des Ivoiriens. Il faut arrêter ça, monsieur. Qui c'est qui a imposé la guerre aux Ivoiriens? Vous étiez en train de tuer les Ivoiriens tous les jours, on a vu. S'il vous plaît. Et alors, la rébellion avait lieu d'être. De quel droit vous excommuniez une partie de la Côte d'Ivoire? C'est que quand vous parlez du bilan économique du président Ouattara, il faut vraiment savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire durant toutes ces années. La Côte d'Ivoire a commis le miracle jusqu'aux années 80. Elle est tombée en crise. Ensuite, toutes les infrastructures, tout ce qu'elle a construit, la crise a fait qu'elle n'avait plus d'argent d'État asphyxié. Et donc, tous les investissements, tout a commencé à partir en lambeaux avec les ajustements structurels qui ont été imposés. Ensuite, quand le président Bédié a pris le pouvoir, leur travail c'était de désendetter la Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé à désendetter la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a terminé le travail. On est d'accord. Donc, quand ils prenaient le pouvoir, ils ont pris un pouvoir où on n'avait que 4 000 milliards de dettes. Mais c'est parce qu'on n'avait rien fait, on n'avait pas travaillé. Le bilan, c'est l'actif et le passif. Il faut. Mais vous n'aviez rien fait. Un pouvoir léthargique. Avec l'achèvement.
Qu'est-ce qu'on a eu? Il restait 2 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait pour nos PPTE, fait avec la contribution de Ouattara. Si vous parlez tous, s'il vous plaît, parlez dans le micro. Parlez dans le micro. On ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter parce que vous dites des choses. Je suis ivoirienne. On a assisté à tout ça. Vous répondez après. S'il vous plaît, Madame Touré, de vous retenir pour accepter que les autres apportent leur point de vue. Monsieur CA. Donc, les gens, ils ont fait 15 ans. Ils ont dépensé, ils ont emprunté 42 milliards sans oublier les recettes naturelles de l'État. En face, on a vu un embellissement à Abidjan, on a construit des ponts de confort. Mais rien n'a été fait pour les bourses de nos étudiants. Rien n'a été fait pour les soins même dans nos hôpitaux. Rien n'a été fait pour les internats, les cantines scolaires qui permettent. Après, vous ne voulez pas que je parle. Mais ce qu'il dit, c'est pas vrai. Donc d'avoir cette incitation à aller à l'école. Rien n'a été fait. Mais sans doute, il y a tous ces éléments. L'économie n'a pas été structurée. On continue de continuer. D'accord. Vous savez le nombre de CHU qui ont vu le jour? Il faut juste bricolage. D'accord, ils ont fait bricolage. D'accord. Et puis après, très bien, on avance. Parce qu'il y a quelques points à Abidjan. On avance. Mais vous dites ça, vous n'êtes pas crédible, monsieur. Vous n'êtes pas crédible quand vous dites ça. Vous n'êtes pas crédible quand vous dites S'il vous ça. plaît, Madame Touré. Dernier point de cette émission. Vous avez parlé du Sénégal tout à l'heure. Parce que tout le monde est responsable et tout le monde sera responsable de ce qui va arriver. Ça, c'est clair. J'ai écouté, quand je préparais cette émission, une vidéo de Justin Koné-Katina, que vous connaissez très bien, ancien ministre du budget sous Laurent Gbagbo. Et il dit la chose simple, parlant justement du Sénégal, il fait le parallèle entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et il dit, si vous avez détourné l'argent des Ivoiriens, si vous avez menti sur la dette, si vous avez falsifié les comptes, il a même menacé les institutions, il a menacé la Cour des comptes, il a menacé l'Assemblée nationale, les députés qui sont chargés donc d'assurer le contrôle de l'action gouvernementale. Il a dit, où que vous serez demain, on ira vous chercher, vous viendrez répondre de vos faits devant la justice de Côte d'Ivoire. Un peu comme le font aujourd'hui les Sénégalais. Mais la question c'est, quelle est l'utilité, la pertinence de telles déclarations maintenant ? À un moment où vous n'avez même pas encore pris le pouvoir, pourquoi vous menacez les gens? Est-ce que ce n'est pas contre-productif de commencer par les menacer maintenant, alors même que vous n'êtes même pas inscrit sur la liste électorale? Vous voyez que vous-même vous alimentez la crainte. Pourquoi commencer par menacer le gouvernement maintenant? Alors, quelle est l'utilité? Oui, il est de votre parti. Quelle est l'utilité? Le ministre Katina est président du CSP, Conseil stratégique et politique. Oui. Ce n'est pas une menace, c'est une alerte. C'est une alerte parce que la situation qui se vit en Côte d'Ivoire, il a dit, c'est la situation qui s'est vécue au Sénégal et qui se vit dans bien des pays en Afrique. Lorsque l'argent du contribuable est utilisé à d'autres fins, oui, on est d'accord. À un moment donné, il faut faire un audit pour situer les responsabilités. Mais c'est le moment de parler de ça. C'est le principe de l'audit qu'il énonce. Pour quelle utilité? Pour quelle utilité? Oui. Mais justement pour alerter. Alerter, ils ne vont pas vous laisser le pouvoir. Gbagbo est en prison pour ça, justement. Quand on parle de braquage, vous vous plaignez. Mais c'est une forme d'audit. Il dit où que vous soyez, on ira vous chercher. Le mot menace, quand même, je pense qu'il est fort. On met les gens devant leurs responsabilités. Mais quand on leur applique ça, ils se fâchent. Ils disent qu'on les met en prison. On est en train d'opérer l'avenir de nos enfants, en fait. Quand les gens s'embêtent, ils pensent que c'est de la Quand nos enfants trouveront un pays développé, on aura opéré leur avenir. Arrêtez, monsieur. Regardez, de 2012 à 2024, le taux de croissance de la dette, près de 944%. C'est-à-dire que la dette qui avait, par le fait de l'achèvement de l'initiative PPTE, qui était descendue à 2000 milliards, a été multipliée par 10. Mais il faut sortir. Et les investissements aussi. Il faut sortir du fétichisme. Les investissements aussi, monsieur. On ne prend pas de dette pour s'amuser. Ça dépend de ce qu'on fait avec la dette. Vous savez ce qui s'est passé en Grèce? Lorsqu'Alexis Tsipras a été élu, vous savez ce qui s'est passé? Oui, on sait ce qui s'est passé. Il a été incapable de mettre en application son programme au bénéfice des populations. Puis, sous la pression de l'Union européenne, ils ont bradé
toutes les structures de l'État. Merci. L'aéroport, Merci. les chaînes de télé. C'est ça. Merci. La dette, elle est asservissante. Serge Kriagli, merci La dette est asservissante d'avoir participé. Monsieur, on a fait ce que vous avez vu. On a fait ce que vous avez fait avec l'argent de la Côte d'Ivoire. D'avoir participé. À votre temps, il y avait, vous dites que vous avez récupéré 4 milliards. La dette est asservissante. Mais sans investissement, vous n'avez rien fait du tout. Vous avez acheté des panneaux pour les filles. à la fin de cette émission, s'il vous plaît, on a bien compris. Parcourez la Côte d'Ivoire, vous verrez que c'est décentralisé. On a bien Et compris alors, que maintenant, on va vers l'industrialisation, madame. De toute façon. Ah, la transparence, elle existe. Madame Il existe Touré. une cour des comptes. Allez voir. De toute façon, Oui. vous n'êtes pas éternel, à un moment donné, vous Mais eux facturez. non plus. Personne. La preuve, ils sont passés. Nous allons passer. Merci en tout cas. En tout cas, ce n'est pas en octobre. Hein. Merci. C'est dans 5 ans C'est dans peut-être. 5 Et ans. encore, si vous avez un peu de chance. là où vous allez Si vos partir. dirigeants sont